Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBP, Evidence Based Podcast, l'orthophonie comme une évidence. Derrière les étagères de jeux présents dans chaque cabinet d'orthophonie se cache un savoir-faire bien plus étoffé. L'orthophonie est une profession de soins qui se réfère à des pratiques cliniques et des données scientifiques probantes. En effet, nos prises en charge s'appuient sur les 3 piliers de l'Evidence-Based Practice, ou pratiques fondées sur la preuve. Ainsi, notre podcast donne la parole aux cliniciens, cliniciennes, scientifiques et experts venant partager leurs connaissances sur l'état de l'art afin de permettre à tous les orthophonistes d'avoir accès aux données probantes issues de la recherche et à les appliquer dans leur prise en soin. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 13e épisode d'Evidence-Based Podcast co-animé avec Gilles Leloup. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Tracy Martinez. Bonjour Tracy. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Nous te remercions d'avoir accepté de participer à cet épisode. Tracy, tu es orthophoniste, enseignante et accompagnatrice de projets pédagogiques à l'Université de Liège. Tes travaux se sont focalisés sur l'EBP et à son application dans la pratique orthophonique, notamment grâce au MOOC entièrement consacré à ce sujet que tu as co-conçu avec Christelle Maillard, Nancy Durieux et Sylvie Willems. Nous souhaitions en profiter pour te faire part de notre admiration à tous les deux pour tes travaux et pour l'énergie que tu as déployée pour démocratiser cette façon d'exercer en orthophonie. Nous avons souhaité ta présence aujourd'hui car les nouvelles recommandations de bonnes pratiques consacrent un chapitre entier à la décision de soins dans le cadre de l'EBP. Et en tant qu'experte du domaine, il nous a semblé naturel et évident d'en discuter avec toi. Bonjour Tracy. Bonjour. On commence la torture ? On y va. Allez. On va reprendre un peu cette question de l'EBP, ta définition de l'EBP, en quelques mots. Ok, en quelques mots. Alors, je dirais que l'EBP, c'est aller chercher 4 sources d'informations, mais c'est aussi une façon d'aller chercher ces informations, des outils, des savoir-faire, et je pense aussi que c'est surtout une posture professionnelle. C'est pas qu'un outil, c'est aussi une façon d'être en tant que clinicien. En quoi cette posture dont tu parles a changé la prise en soin en orthophonie, modifié les pratiques de soins en termes de diagnostic, de décision de soins ou de prise en compte de la préférence du patient ? Alors, je dirais qu'elle a le potentiel de changer la façon de travailler. Je trouve que ce n'est pas encore tout à fait le cas sur le terrain parce qu'on a encore trop tendance à considérer que l'EBP, c'est uniquement le pilier recherche, que c'est finalement uniquement aller chercher des informations scientifiques et c'est en réalité beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ça. Et aussi beaucoup plus flexible que juste aller chercher une information avec une question PICO et mettre une ligne de base. Donc, du coup, comme cette conception est encore très réductrice, je trouve, sur le terrain, je ne peux pas encore dire que je trouve que le BP a changé les pratiques, mais elle a vraiment le potentiel de changer. Et donc, on pourra vraiment dire que les orthophonistes ont une pratique dite EBP quand les orthophonistes seront convaincus qu'il ne suffit pas de juste vouloir le bien du patient pour lui offrir des soins de qualité. Quand les dispositifs de prévention se centreront sur les facteurs de risque et les facteurs de protection qui font consensus dans la communauté scientifique et clinique. Quand les outils d'évaluation avec des effets planchers et plafonds ne seront plus utilisés. Quand des étiquettes diagnostiques qui ne sont plus ou qui ne sont pas des étiquettes diagnostiques comme retard de langage ou dysphasie lexico-sémantique ne seront plus repris dans les rapports de bilan. Quand les approches thérapeutiques dans les études dont les études montrent l'absence d'efficacité seront plus proposées aux patients et quand on ne proposera plus de formation sur ces approches thérapeutiques qui n'ont vraiment aucun fondement. Quand les orthophonistes ne diront plus « je propose ça parce que je pense que c'est bien pour le patient », mais quand elles diront plutôt « je propose ça car je sais qu'avec les informations que j'ai à ce moment-là et la façon dont je les ai analysées, c'est ce qui semble être le plus pertinent et ce qui semble être valable pour ce patient ». Quand on arrêtera de se dire qu'on fait déjà de la décision partagée alors qu'on n'en fait pas vraiment. Quand les patients auront le sentiment d'avoir reçu toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux et quand en particulier les patients les plus fragilisés participeront activement aux décisions qui les concernent. Et peut-être un dernier exemple, quand les projets thérapeutiques seront co-construits avec les patients. Waouh. Oui, de grands défis. Ah oui, ça fait genre une liste qu'on va noter si tu veux. Ça sera, c'est quasiment des recommandations. Dans les recommandations. Dans les recommandations, mais t'attaques sec là. Mais c'est une bonne idée d'attaquer sec comme ça. Et donc on va continuer sur cet aspect justement et je suis moi entièrement d'accord avec toi que en tant que par exemple formateur, je m'aperçois que en fait quand tu délivres une formation sur 2 jours, en fait les gens à la fin te disent c'était vraiment super intéressant ce que vous m'avez dit.
mais je ne vois pas très bien comment je pourrais modifier ma pratique. Mhm. Et la question du cadre de l'EBP, elle est justement là, c'est-à-dire que c'est toute une réflexion, comme tu le dis, où il faut pas remettre en question ton expertise clinique, parce que c'est pas l'expertise clinique qui est en question, c'est Mhm. les croyances qui construisent ton expertise clinique. Tu es d'accord avec ça? Complètement d'accord avec toi. C'est Oui, vraiment ça. tout à fait. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu entends par ce n'est pas que faire du bien aux patients dans une prise en soin? Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, je garde souvent en tête l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, parfois, et je ne dis pas que c'est systématique, mais parfois on a envie de vouloir bien faire et donc parfois de prendre certains choix ou d'orienter certaines propositions qu'on fait aux patients parce qu'on considère que c'est ce qui est le mieux pour le patient sans prendre en considération le point de vue du patient qui a peut-être d'autres attentes, d'autres besoins, une autre façon de percevoir sa vie et donc qui ne va pas mettre le même poids au même endroit. Et donc, à un moment donné, c'est parfois de se poser la question, est-ce que ce qu'on propose et est-ce qu'on a laissé l'éventail suffisamment ouvert aux patients? Est-ce que on anticipe ses besoins ou on pense anticiper ses besoins, mais en fait, on ne les a pas clarifiés avec le patient? Et donc, on pense que c'est ce qui a le mieux pour le patient, mais en fait, on ne l'a pas explicité. Donc, quand je dis il ne faut pas s'arrêter à juste je veux ce qu'il y a de mieux pour le patient et donc automatiquement, je vais proposer des choses qui sont pertinentes pour ce patient, c'est de prendre quand même le temps de se dire, moi, dans cette équation, est-ce qu'en fait, je colore cet éventail avec ma propre vision, mes propres lunettes? Est-ce que j'ai vraiment laissé la place au patient pour exprimer les choses et colorer les choses? Et puis alors après, donc ça renvoie vraiment au pilier patient. Et puis après, il y a vraiment quand même le pilier recherche qui parfois montre, met en évidence que certaines pratiques thérapeutiques qu'on pensait finalement intéressantes pour le patient, où certaines études ont été mises en place et ne montrent pas l'efficacité de ça. Et donc, où on pensait faire, entre guillemets, quelque chose de positif pour le patient en proposant ça, et en fait, simplement, ça ne sert à rien. Et proposer une stratégie qui, entre guillemets, ne permet pas au patient de s'améliorer, c'est d'une certaine manière faire du tort à notre patient. En tout cas, c'est quand même la position qu'on défend à l'Université de Liège, en sens où c'est pas négatif comme en médecine où on pourrait aggraver sa santé. C'est rarement le cas en orthophonie, sauf si on parle de la déglutition par exemple. Mais proposer une prise en charge finalement qui n'est pas efficace ou suffisamment efficace, c'est prendre du temps que le patient pourrait consacrer à d'autres choses qui lui font vraiment du bien, du temps avec ses amis, notre activité. Et ça renvoie quand même aussi à une responsabilité, je trouve, par rapport à notre profession, par rapport au système de soins de santé, où il y a un certain coût qui est, une certaine confiance qui est accordée au logopède pour qu'il y ait remboursement de nos patients. Je trouve qu'on a aussi ce devoir envers la société que cet investissement financier soit mis à bon escient. C'est ce que tu entends par le projet thérapeutique co-construit, en fait, c'est-à-dire définir ensemble des objectifs, pas seulement fixer les nôtres, mais recueillir les objectifs du patient dans sa volonté à lui de progresser sur les domaines que lui a choisi d'attaquer en premier, par exemple? Oui, donc c'est vrai que cette co-construction du projet thérapeutique, moi-même, hein, je ne suis pas dans le confort, je vois bien que je tâtonne aussi à le faire avec mes propres patients. C'est effectivement, j'avais l'habitude, moi, par le passé, finalement, d'imaginer le projet thérapeutique, de le proposer aux patients qui avaient finalement juste à dire: «Oui, ça me paraît bien». Je dirais que l'étape d'après, c'est effectivement aller collecter qu'est-ce qu'il a envie. Et finalement de mettre les 2 côte à côte. Donc moi, je propose cet objectif-là, le patient propose cet objectif-là. On va du coup faire un projet thérapeutique où il y a un objectif du patient, entre guillemets, et un qui vient du thérapeute. Donc là, c'est un peu une compilation. Je dirais que l'étape d'après, vraiment la co-construction, c'est pas seulement je vais chercher quelque chose, c'est le patient et moi j'appelle quelque chose de mon expertise, c'est dans cette relation, on arrive à quelque chose d'autre. On pourrait, j'ai une collègue qui utilise cette métaphore que je trouve vraiment chouette, c'est vraiment de se dire: «C'est pas 1 + 1 = 2, c'est 1 + 1 = 3». Le fait d'avoir, travaillé avec le patient la construction du projet thérapeutique, on arrive à quelque chose d'autre que si on avait uniquement pris ce que le patient voulait proposer de prime abord et ce que le thérapeute voulait proposer de prime abord. Tu disais que les dispositifs de prévention, ne prenaient pas assez en compte les facteurs de risque et de protection. Qu'est-ce que tu entendais exactement par là et comment est-ce qu'il faudrait alors leur donner plus de place?
C'est donc par rapport à la prévention, là, on essaye d'empêcher l'apparition d'un trouble et donc les leviers, c'est finalement d'essayer de diminuer les facteurs de risque et d'augmenter les facteurs de protection. Or, à nouveau, on a parfois cette tendance dans les dispositifs de prévention actuels à faire des choses parce qu'on a l'intuition que ça pourrait être chouette et donc on va distribuer un livre à tous les enfants. Et effectivement, c'est une initiative intéressante, mais c'est important de savoir sur quel levier est-ce qu'on appuie en distribuant un livre à tous les enfants. Est-ce que c'est vraiment un facteur de risque ou un facteur de protection? De se poser la question. Je ne dis pas que la réponse est négative, hein, mais de se poser la question. Parce que comme pour notre traitement et notre évaluation, on a quand même un devoir que nos dispositifs de prévention ils soient efficaces. Et donc de ne pas gaspiller plein d'énergie à mettre en place des éléments qui ne soutiennent pas finalement les familles, les enfants, parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Et à la suite, tu as posé comme autre interrogation le choix euh, des terminologies diagnostiques et le choix des épreuves. Mhm. Je trouve qu'effectivement, en tant que professionnel, on a une responsabilité de choisir des outils d'évaluation qui soient valables, qui soient interprétables. Et donc, pour ça, il faut faire le tri dans les outils qu'on a. Parfois, ça dépend évidemment de l'âge du patient. Un outil peut être très pertinent pour un certain âge et pas pour un autre âge. Mais donc, on doit aller un peu au-delà de, OK, cette batterie-là, elle existe, je la prends, je la fais passer systématiquement à tous mes patients, mais d'avoir vraiment un regard critique pour interpréter correctement les données. Et on a peut-être aussi un peu tous une responsabilité en tant que professionnel d'interpeller les universités, les maisons d'édition, pour qu'ils publient aussi des outils qui soient de meilleure qualité, parce qu'on en a besoin quand même pour comprendre en partie notre patient. C'est évidemment pas suffisant, les outils d'évaluation, mais ça contribue. Et c'est vrai que cette question de l'étiquette diagnostique, on sait à quel point poser un diagnostic, ça a des conséquences. Je suis la première à considérer que c'est important de poser un diagnostic et d'être très transparent avec le patient, mais à l'inverse, de ne pas poser un diagnostic qui n'en est pas. Concernant l'évaluation, du patient, tu disais au début qu'il fallait cesser d'utiliser des évaluations qui montraient des effets planchers, des effets plafonds. Là, tu reparles d'évaluation, tu entends par là tout ce qui est évaluation critériée, dynamique, statique. Je sais que tu as écrit là-dessus aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc effectivement, c'est important de sortir. On a fort l'habitude, hein, d'utiliser uniquement, des épreuves d'évaluation statique. On propose une évaluation, on analyse les résultats, ça reste une évaluation à un temps donné et il y a vraiment tout un courant et une richesse à aller chercher dans l'évaluation dynamique et donc vraiment aller voir le potentiel d'apprentissage du patient et donc c'est vraiment l'idée d'avoir des outils où on propose un item, on va donner un feedback où on va avoir une phase d'apprentissage et on voit comment est-ce que le patient peut bénéficier de cet apprentissage. Et c'est intéressant pour du diagnostic différentiel, notamment un des exemples, c'est par rapport au multilinguisme et la différenciation entre une réelle difficulté de langage chez un enfant, par exemple un TDL chez un enfant bilingue, versus un manque d'exposition qui va se rattraper si simplement il entend un peu plus souvent les deux langues. Donc l'évaluation dynamique, c'est vraiment un élément très riche et évidemment, ne pas oublier tout ce qui est entretien anamnestique qui va aussi contribuer à notre compréhension du profil. Et alors, pour quand même faire une petite parenthèse par rapport aux outils d'évaluation statique, c'est vrai que j'ai évoqué les effets planchers, les effets plafonds, donc c'est un élément à prendre en compte. Et ça renvoie vraiment à cette idée de garder un esprit critique par rapport à l'outil, par rapport aux normes, mais aussi, voilà, parfois par rapport à ce raccourci qu'on peut faire, qu'il y a un nouvel outil qui vient de sortir et du coup, il est automatiquement meilleur que nos anciens outils. Or, on a vraiment, entre guillemets, des plus vieilles batteries, mais qui ont été construites intelligemment, où il y a eu vraiment une grande réflexion dans le choix des items, dans la progression des items, dans les consignes, qui rendent ces outils toujours pertinents, alors que des nouvelles batteries, parfois, n'ont pas été conçues avec cette même rigueur. Et donc ça, c'est de manière générale, toujours, ça prend du temps, mais d'aller quand même jeter un coup d'œil au chapitre sur les qualités psychométriques, sur la construction de cette batterie, qui nous apporte aussi des éléments pour pouvoir interpréter avec justesse les performances du patient. Tu disais que pour être dans une démarche, BP, il fallait, aborder son projet thérapeutique en disant, «C'est ça qui est le plus pertinent, c'est ça qui est le plus valable». Pour ça, donc il faut avoir, lu, parce qu'il faut avoir un petit peu la preuve que ce qu'on va proposer est valable et pertinent. Ça nous renvoie au pilier recherche et tu disais que souvent on résumait le BP à ce pilier recherche-là. Sauf que c'est aussi un peu ce qui dissuade une partie des orthophonistes de mettre en place cette démarche BP dans leur cabinet parce que c'est chronophage, parce que
c'est difficile d'accéder, de comprendre, et de lire sur ces données probantes. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour dédiaboliser un petit peu toute cette pression qu'on met sur le BP et sur ce pilier recherche? En plus, tu dois avoir des retours de par ton MOOC sur les interrogations, les craintes, des orthophonistes? Oui, alors comme tu le soulignes, effectivement, le BP, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que le pilier recherche. Et donc, ce serait dommage de finalement se dire, moi, je ne vais pas mettre en place une pratique EBP parce que je n'ai pas le temps de lire des articles. Ce serait vraiment trop réducteur et passer à côté de toute la richesse que peut nous apporter le BP avec notamment les autres piliers. Donc ça, c'est peut-être un premier élément. Alors après, par rapport à la recherche, tu rebondissais sur ce que je disais, sur le fait de proposer finalement les choix les plus pertinents aux patients. Il ne faut pas oublier qu'on a une formation initiale qui nous permet quand même normalement, a priori, d'avoir déjà une fourchette de choix à proposer qui soit fondée sur des éléments scientifiquement éprouvés. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a quand même une certaine connaissance. Alors oui, il faut se mettre à jour, mais normalement, on ne part pas de rien. Donc on peut aussi mobiliser finalement toutes les connaissances qu'on a acquises déjà dans notre formation initiale, mais c'est sûr qu'il faut mettre à jour. Maintenant, c'est important d'avoir une veille scientifique, mais c'est impossible de suivre toutes les actualités scientifiques qui sortent. Et à part quelques rares exceptions, on ne passe pas non plus d'une conception à une toute autre conception comme ça en 2 ans. Donc, il n'y a pas non plus une révolution qui arrive avec la recherche. Il y a des briques qui se rajoutent, des nuances qui arrivent, mais on n'est pas non plus sur quelque chose qui passe du noir au blanc entre notre formation initiale et puis notre pratique professionnelle. Ça dépend si tu as été diplômé comme moi en 1842. Je sais pas si tu... Je pense que c'est intéressant parce que sur cette notion de BP, moi, le BP, je l'ai vécu comme quelque chose qui devait m'apprendre à reconstruire ou à déconstruire mes croyances. Mhm. C'est un des piliers, le pilier expertise clinique, c'est vrai, amène en tout cas à prendre conscience qu'on a des biais cognitifs qui peuvent influencer notre façon de percevoir le patient, notre façon nos choix qu'on va proposer. Et donc ça, c'est une des richesses de l'EBP, c'est justement de nous amener à avoir un regard critique mais constructif. Tu le disais tout à l'heure aussi, d'être quand même dans une posture bienveillante, mais dans une posture constructive quand même de remise en question ou de mise en question de notre pratique. Et pour rebondir sur ce que disait Audrey sur on va dire, dédiaboliser Mhm. le BP, Oui, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aux gens, mais c'est pas nécessaire de lire tous les papiers qui sortent, oui, qu'il existe aujourd'hui aussi des gens comme toi qui font des passerelles, qui font des synthèses. Il y a les podcasts qui existent comme aujourd'hui, il y a des recommandations qui sont écrites, oui. et tout ça donne des grands axes, des grandes directions Mhm. qui permettent aux gens de s'approprier ou de se mettre à jour des connaissances qui sont actuelles. Oui, c'est vrai que je dirais que d'abord, il y a quand même comme le BP, c'est riche et complexe, c'est sûr qu'on ne peut pas le mettre en place du jour au lendemain. Donc à un moment donné, il faut y aller progressivement. On n'est pas obligé de mettre tous les piliers, d'activer les 4 piliers en même temps pour tous nos patients. On peut y aller petit à petit. Commencer avec un patient, avec un pilier peut-être qui peut vraiment être, entre guillemets, où on peut y voir le bénéfice, la plus-value dans notre profession. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est le pilier patient. C'est celui-là où j'avais envie de m'investir plus particulièrement parce que je sentais qu'en fait, c'était un peu le parent pauvre de ma pratique jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas non plus, voilà, on n'est pas obligé d'avancer sur tous les fronts. C'est comme une montagne, on la franchit pas à pas. C'est la même chose pour le BP. Il y a effectivement beaucoup d'initiatives qui existent et ça reste important de se regrouper, d'échanger, parce que c'est toujours plus facile de surmonter les obstacles si on est soutenu, si on est accompagné, si on a un collègue qui est dans la même difficulté que nous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'à un moment donné, c'est important de se lancer et d'essayer. Que vous n'aurez pas plus de temps demain, ni dans un an. Que vous ne serez pas nécessairement beaucoup plus compétent après la troisième formation sur les lignes de base. Qu'à un moment donné, il faut essayer, te rendre compte aussi que parfois, c'est moins compliqué que ce qu'on pensait, qu'on y voit des bénéfices et après, ça rééquilibre ce rapport coût-bénéfice parce que c'est ça aussi. Si on ne voit pas un bénéfice à long terme ou à moyen terme à l'EBP, on est d'accord qu'on ne va pas surmonter les obstacles. Donc, c'est aussi en essayant de se rendre compte que oui, ça m'apporte moi-même plus de satisfaction dans ma façon de travailler, mais ça apporte aussi, et ça reste l'objectif premier de l'EBP, c'est une plus-value pour le patient si on arrive à mettre en place l'EBP de manière intégrée. Pour revenir sur le fait que les gens
considèrent souvent le BP, enfin font ce raccourci en pensant que le BP, c'est uniquement le pilier recherche et donc suivre les données probantes qui, sont publiées dans la littérature. Est-ce que ces données probantes sont si probantes que ça? Est-ce que vraiment elles nous apportent tous les outils nécessaires pour construire un projet de soins, convenable? Alors, clairement, actuellement, non. Il y a beaucoup de recherches qui sont publiées, mais on n'a évidemment pas toutes les réponses là-dedans. Pour toute une série de raisons. Il y a des choses qui n'ont pas été explorées. Il y a toute une série d'études qui s'appliquent dans un certain contexte avec une population qui a une autre langue, avec d'autres tranches d'âge. Donc parfois, on fait des raccourcis où on essaye de mettre en parallèle un papier avec notre patient, mais en fait, il y a beaucoup de différences entre la population de l'étude et notre patient. Donc ça pose la question, OK, ça a été efficace dans ce contexte-là, mais est-ce que ça l'est encore finalement dans mon contexte? Donc effectivement, que ce soit des zones un peu d'ombre où il n'y a pas encore assez de recherche ou d'éléments qui permettent de recouper plusieurs conclusions et d'être sûr de la solidité des résultats, donc un premier élément. Deuxième élément qui font que les études ont été menées dans un certain contexte et mon patient n'est pas nécessairement le même que celui-là. Tout ça fait qu'effectivement, la recherche n'apporte pas toutes les réponses. Alors après, c'est là que finalement intervient notamment le pilier expertise de l'EBP pour finalement venir compléter, OK, j'ai pas toutes ces réponses avec la recherche. Qu'est-ce que j'ai appris de mes précédents patients avec ce point de vigilance que d'avoir été finalement chercher des informations entre guillemets de manière un peu fiable chez mes anciens patients. Chercher de l'information, on pourra y revenir à l'occasion. Ça, donc qu'est-ce que je peux apprendre? Et puis se poser un peu la question, OK, je veux proposer cette stratégie, est-ce que ça a du sens par rapport à la difficulté de mon patient? Et donc de mettre un peu en relation le fonctionnement finalement de ce processus langagier et la stratégie. Est-ce qu'il y a un lien direct ou est-ce que finalement ce lien est absolument obscur? Est-ce que je suis capable d'expliquer à mon patient pourquoi ce que cette stratégie pourrait être pertinente par rapport à sa difficulté? Et donc, pour reprendre, hein, on a parfois eu beaucoup l'habitude de réaliser des praxis, par exemple en séance orthophonique, pour retravailler un trouble phonologique. Un trouble phonologique où la difficulté est la représentation phonologique du son, il n'y a pas de raison que entraîner finalement des mouvements de la bouche devrait permettre d'améliorer la représentation du son. Donc là, on a un décalage entre les deux qui font qu'on a quand même un élément qui n'appuie pas l'utilisation de cette activité de rééducation. Donc là, tu fais le lien sur le fait que le BP repose la question d'utiliser des méthodes, des techniques qui sont souvent utilisées au cas par cas selon des profils de patients, sans que justement il y ait ce rapport entre, je dirais, les données probantes, ce qui montrait l'expertise clinique et la justification de ce que tu as à faire sur l'efficacité du traitement que tu proposes à ton patient. Oui, effectivement, le BP, ça nous renvoie un peu le fait que, d'abord, on se pose un peu la question: «Est-ce qu'il y a des éléments dans la recherche?» S'il y en a pas, je me pose la question de: «Quels sont mes outils à ma disposition?» Est-ce qu'il y a des éléments qui montrent que cet outil-là n'est pas du tout pertinent ou cognitivement, intellectuellement, théoriquement, ça n'a pas de sens? Je choisis quelque chose qui, en tout cas, à minima, théoriquement, peut avoir du sens et où j'ai déjà proposé à un patient et j'ai mis en place quand même une série de précautions pour voir que son amélioration était liée à ce que j'ai mis en place. Ouais, ce que posait comme question Audrey, qui est vraiment intéressant, c'est que en fait, il n'y a pas de données probantes absolues aujourd'hui, par exemple sur les troubles neurodéveloppementaux, pour savoir effectivement ce qui va être plus efficace. Il n'y a pas de données probantes sur les outils absolument que tu dois utiliser et leur valeur psychométrique. Donc, le BP, c'est quand même un contexte de réflexion qui ne ferme pas, au contraire, qui ouvre une réflexion générale sur ta pratique. Et cette pratique, elle ne doit pas être décontextualisée. Et donc là, on peut peut-être parler de celui qui est toujours oublié, le petit pilier contexte. Oui, tout à fait. Donc tu as tout à fait raison sur le fait que, réduire le BP au pilier recherche, c'est justement décontextualiser. C'est finalement de pas prendre en compte les particularités du patient. Donc vraiment, avec une conception large de l'EBP, c'est à la fois intégrer le patient et prendre en compte ce fameux pilier contexte. Je suis ravie que tu me poses la question, que tu ouvres cette porte parce que le pilier contexte, on a souvent tendance à l'oublier. Donc, juste pour rappel, le pilier contexte, c'est le système de soins dans lequel on travaille, mais ça renvoie aussi aux habitudes d'une profession. Et s'il y a bien un obstacle au changement, ce sont les habitudes d'une profession. Et je veux juste donner un exemple.
que j'utilise beaucoup avec mes étudiants, c'est par exemple le fait de proposer aux parents de rester pendant les séances de rééducation avec l'enfant et donc de mener les séances de rééducation avec les parents présents. Et là, systématiquement, que ce soit les étudiants ou les étudiants qui ont déjà été chez des maîtres de stage et que je revois après, vont me dire on fait quand même un peu ça sur le terrain et vont venir avec le premier argument oui, mais ça change la relation que j'ai avec mon patient. Alors oui, et alors? Finalement, qu'est-ce qui compte? Est-ce que ce qui compte, c'est finalement une relation privilégiée que j'élabore avec mon patient ou une relation de confiance que j'élabore quand même avec mon patient, mais où j'accompagne et le patient et ses parents parce que je sais que je vais avoir besoin aussi du parent pour mener à bien des choses en dehors du cabinet et que la vie en cabinet, ça reste qu'un tout petit bout de la vie de mon patient. Et donc, ce pilier contexte qu'on a souvent tendance à oublier, je dirais que c'est un des premiers freins finalement à vraiment l'application de l'EBP. Il est fondamental pour passer une information, à mon avis, cruciale aujourd'hui qu'il y a dans les recommandations et qui sont dans les ingrédients actifs, comme vous appelez ça, puisqu'on a repris la terminologie de Liège. C'est qu'il n'y a pas d'effet de la remédiation s'il n'y a pas de partenariat avec le patient, mais avec sa famille, les aidants, en aphasiologie par exemple, et s'il n'y a pas une intensité et une régularité de la rééducation. Et tu ne peux, à mon avis, obtenir cette intensité et cette régularité qu'à la condition que tu fasses tes séances avec ton patient et les parents pour l'enfant. Tout à fait d'accord avec toi, effectivement. On a l'occasion au mieux de voir 2-3 fois une demi-heure. C'est vraiment le grand maximum, généralement, le patient. Donc, on a besoin de beaucoup plus que ça. Et juste voir le parent les 5 dernières minutes de la rééducation pour lui expliquer ce qu'on attend, c'est impossible que le parent il puisse être vraiment soutenant quand il va devoir reprendre l'exercice, quand il va devoir contextualiser l'exercice dans le quotidien du patient. Il ne pourra le faire que s'il a été en séance, qu'il nous a vu travailler, qu'on a travaillé ensemble. C'est vraiment le meilleur moyen qu'il puisse y avoir une réelle continuité. Merci beaucoup, Tracy, pour toutes ces réponses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci, Gilles, d'avoir co-animé cet épisode avec moi. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir, à nous poser vos questions, à nous partager vos expériences en dessous de ce podcast et dans la partie échangée de l'Académie. On se retrouve dans 15 jours pour un dernier épisode des invités de l'Académie en compagnie de Tracy Martinez. Yeah, don't